Alors, merci à toutes et à tous d'être présents. Et chers amis, dans le droit fil de cette préface, je dirais, à notre colloque, mais je pense que plus que jamais, il est nécessaire de repenser les fondements de la démocratie. Et notre colloque porte le titre de l'exigence démocratique. L'exigence démocratique, et en sous-titre, il y a « Quand citoyennes et citoyens donnent de la voix ». Alors je pense qu'il est nécessaire peut-être de commencer par resituer ce qu'est cette citoyenneté. Alors, en m'inspirant très librement, par ailleurs, d'Aristote, de la politique d'Aristote, je dirais que est citoyenne, est citoyen, toute personne qui est à la fois capable d'être gouvernée, et ça, on sait bien ce que ça veut dire, qui est à la fois capable d'être gouverné et par conséquent, chez Aristote, idéalement, principiellement, et par conséquent capable de gouverner. C'est-à-dire que ce principe, même s'il n'est pas appliqué, ce principe fondamental en termes de commencement de la démocratie et en termes d'exigence fondamentale de la démocratie, ce qui est la définition du principe, ce principe fondamental établit une réversibilité totale entre être gouverné et gouverner. Ce qui justifie d'ailleurs, par exemple, le choix des juges par tirage au sort dans la cité athénienne. Alors, ça signifie que ce principe démocratique établit une égalité fondamentale qui fait que toute citoyenne, tout citoyen est appelé éventuellement à gouverner sans avoir le moindre titre pour gouverner. Pas de titre de naissance, l'aristocratie. Pas de titre de richesse, l'oligarchie. Pas de titre de mérite, la méritocratie. Pas de titre de savoir, aucun titre. Il n'y a aucun titre nécessaire pour gouverner. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que tout être humain est doué de raison qui s'exprime par le langage, par le logos. Et cette capacité, cette caractéristique de la raison humaine fait que tout humain est capable de discerner et de débattre du juste et de l'injuste, et à ce titre seulement est appelé non seulement à être gouverné, mais à gouverner. Alors, évidemment, les dominants et les oligarchies de toutes sortes n'ont toujours de cesse qu'à essayer de faire prévaloir leur titre à gouverner. Et continuellement, ces dominants vont essayer de ramener leur titre à gouverner, leur titre de richesse. Et vous savez combien la richesse est importante dans nos sociétés pour gouverner. Leur titre de richesse, leur titre de naissance, leur titre de mérite, etc. Faire prévaloir leur titre pour dire qu'ils sont, eux, n'est-ce pas, capables de gouverner. Et dès lors, ils vont systématiquement, et cela depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité déjà, ils vont systématiquement contester ce logos des dominés. Ils vont systématiquement contester cette raison politique à travers le langage qui permet à tout dominé, à tout être humain de prendre la parole sur l'agora. Et donc, ils vont considérer, par le fait même, que le dominé sur l'agora est toujours déplacé.
Et c'est Jacques Rancière qui rappelle très justement, me semble-t-il, que Platon disait déjà que, en fait, l'artisan ou l'ouvrier n'ont pas le temps de prendre la parole sur l'agora. Et en disant cela, que ces personnes n'avaient pas le temps en réalité, il assignait ces personnes à un lieu. Il assignait ces personnes, ces artisans, ces ouvriers dans leur atelier et les éloignait, les écartait de l'agora et de la prise de parole en tant que disposant du logos. Et Jacques Rancière va conceptualiser cela en faisant une distinction très pertinente entre la police et la politique. Il nous dit toutes ces assignations à des places, ces assignations que nous connaissons toutes et tous, à des compétences, l'assignation des femmes au milieu domestique, l'assignation des ouvriers dans leur atelier, l'assignation aussi des jeunes qui manifestent pour le climat dans les classes. Combien n'ont pas dit « Enfin, chers jeunes, vous n'avez pas de temps à perdre dans votre apprentissage. Ce n'est pas dans la rue que vous devez être, c'est dans les classes. » Donc toutes ces assignations de toute nature, Jacques Rancière les ramasse dans ce qu'il appelle la police. Par contre, la prise de parole libre dans l'agora, sur l'agora, la prise de parole libre en vertu du logos dont on dispose, il l'appelle la politique. Et aux yeux des dominants, le dominé est par conséquent toujours déplacé. Il est déplacé parce qu'au lieu d'être à l'usine, il manifeste dans la rue. Il est aussi déplacé, à un deuxième titre, il est déplacé par ce qu'il dit sur l'agora, par la parole qu'il développe sur l'agora. Il est déplacé tout simplement parce que cette parole n'a pas le statut du logos aux yeux du dominant. Et depuis très longtemps, les dominants pensent que les dominés ne sont capables que d'irruptions plus ou moins violentes dans l'espace public, que de vociférations, que de cris, n'est-ce pas? Et encore tout récemment, combien de médias ne caractérisaient pas la révolte des Gilets jaunes en la qualifiant de jacquerie pour développer là par rapport à ce logos le mépris. Et combien de médias ne nous décrivaient pas à l'envi les scènes de violence, les dérives, y compris racistes de certains, et passaient sous silence les conclusions, le logos de ces assemblées des assemblées. Qui sait d'ailleurs qu'il y en a eu 5 assemblées des assemblées qui ont développé des revendications politiques très précises, très simples, d'égalité, d'accès aux services publics, etc., etc. Et donc, ce dominé est donc, aux yeux du dominant, doublement déplacé. Alors, je voudrais faire une toute petite incise sur ce que j'appellerais la tyrannie bienveillante. Et tout récemment encore, c'était Jean Castex qui, par une torsion de la définition de la démocratie, disait « la démocratie, c'est l'acceptabilité ». C'est-à-dire que le démocrate, au fond, est un peu comme le publicitaire, la femme ou l'homme qui devrait trouver ce qu'on appelle maintenant, dans le langage publicitaire justement, et malheureusement aussi politique, on devrait trouver les justes éléments de langage qui permettent de faire passer le message, qui permettent de faire accepter le message, qui permettent de faire, de créer l'adhésion des dominés, pardon. Et donc, par ce fait-là, Jean Castex, en disant la démocratie, c'est l'acceptabilité, se mettait évidemment en surplomb
des autres citoyennes et des citoyens, niant par là cette égalité principielle fondamentale dont on vient de parler dans la démocratie. Se mettre en surplomb et dire qu'en dessous, il faut trouver les moyens de faire accepter. Et donc, dans cette tyrannie bienveillante, il y a systématiquement également ce contournement de l'intelligence collective, l'écartement du logos des dominés, des citoyennes, des citoyens, l'écartement de cette intelligence collective, et on ne fait pas appel à cette intelligence collective. Et quand, par exemple, avec la Convention citoyenne sur le climat en France, on y a fait appel, eh bien, vous avez bien vu que les conclusions de cette convention ont été, pour la plupart, écartées par un président qui, 2 fois, avait promis d'en reprendre les conclusions intégralement. Et donc, en plus, excusez-moi, parce que là, oui, et je voudrais, et j'observe également qu'un tel écartement de l'intelligence collective a caractérisé la gestion de la pandémie que nous connaissons, où on n'a pas fait appel à cette intelligence. Et peut-être que ne pas faisant pas appel à cette intelligence collective, on a finalement eu le résultat de laisser, de laisser se développer tout ce complotisme, toute cette baliverne autour de la vaccination, etc. Alors j'en viens à la démocratie, puisque le titre du colloque, c'est bien l'exigence démocratique. Alors la démocratie, chers amis, n'est pas gravée dans le marbre d'un régime, n'est pas gravée dans le marbre d'une constitution. La démocratie, c'est quelque chose de très dynamique, c'est quelque chose en évolution. La démocratie, c'est une exigence tout le temps relancée, tout le temps continuée par ses dominés, une exigence de liberté et une exigence d'égalité. Et donc la démocratie, c'est toujours une lutte jamais achevée, une lutte toujours relancée contre les différentes formes de domination. Et bien sûr, toutes ces formes de domination ont évolué dans le temps, je ne vais pas les reprendre, mais cette lutte elle-même, cette dynamique conflictuelle, est en soi une création de démocratie, est en soi une création de démocratie. Et donc la démocratie, c'est à la fois un processus, ce processus conflictuel dans la société, et le résultat de ce processus, c'est-à-dire les réformes que ces luttes parviennent à arracher aux dominants pour faire évoluer la société. Donc la démocratie, c'est un processus et un résultat, ce qui nous indique combien le droit est une notion, est un concept très complexe. Le droit est complexe. C'est-à-dire que le droit est à la fois, bien sûr, un outil de domination, pas besoin de faire un dessin, mais c'est aussi un outil d'émancipation. C'est aussi le résultat de ces conflits démocratiques, les résultats de ce processus qui sont des pas, des étapes d'émancipation. Et ce droit complexe, on en est les héritières et les héritiers par la Révolution française. La Révolution française qui, selon les termes de Sophie Vanish, grande spécialiste, mais malheureusement pas très connue de la Révolution française, selon les termes de Sophie Vanish, la Révolution française a instauré le peuple-loi. Et l'objectivation de la lutte révolutionnaire de ce peuple-loi, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'insiste sur « et du citoyen » que malheureusement l'ONU a oublié en 1948. Et cette objectivation de la lutte de ce peuple-loi
c'est-à-dire cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est son acte fondateur. Et selon la très belle formule de Marx, il dit ceci, il dit « La démocratie est l'énigme résolue de toutes les constitutions ». Très belle formule qui nous invite, en voyant une constitution, à toujours remonter à l'agir citoyen, à l'agir des dominés, dont la constitution est l'objectivation de la lutte et le résultat de la lutte. Et d'ailleurs, dans la Révolution française, l'adhésion à cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen confère le statut de citoyen, y compris à des étrangers. Thomas Paine, par exemple, américain, qui s'est engagé dans la Révolution française, devient citoyen par le fait de cette adhésion et de cette lutte pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En revanche, bien sûr, l'opposition à cette déclaration évacue du droit à la citoyenneté. Alors, j'en viens et je suis sous contrôle du temps. Oui, il faut m'arrêter quand je suis au bout de 40 minutes. Alors, donner de la voix. Eh bien oui, effectivement, il faut donner de la voix pour obtenir la voix. C'est une question de rapport de force. Ce n'est pas la voix, le logos, comme je l'ai dit, ne nous est pas automatiquement donné quand on est dominé. Et donc, il faut l'arracher. Et les indignados espagnols, ils disent très justement ceci. Ils disent, nous pouvons voter, mais nous n'avons pas de voix. C'est-à-dire qu'ils veulent dire par là qu'ils peuvent, une fois tous les 4 ou 5 ans, consommer la démocratie par leur vote, mais que dans les intervalles, ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas de possibilité de créer de la démocratie. Et donc, ça c'est consommer démocratie, créer démocratie, ce sont évidemment deux éléments tout à fait fondamentaux dans l'exigence démocratique, c'est bien de créer de la démocratie dont on parle. Et pour créer de la démocratie, il faut évidemment que collectivement et individuellement même, on ait le courage de prendre la parole sur l'agora. Cela réclame une certaine émancipation, bien sûr collective, mais aussi d'une certaine manière individuelle. Et Evo Morales, par exemple, au début, avait appelé son mouvement El Movimiento Sin Miedo, c'est-à-dire le mouvement sans peur, le mouvement qui s'est émancipé de la peur du pouvoir blanc. Et pour s'émanciper de ces peurs, il y a évidemment des outils collectifs à la disposition des citoyennes et des citoyens. Ce sont les partis, ce sont les syndicats, ce sont des associations de toutes sortes, mais ce sont aussi la science qui permet de désadhérer, n'est-ce pas, de ce qui nous est prescrit. C'est la culture, évidemment, la culture qui est un formidable outil de sortir des tentatives de nous faire adhérer à des choses par notre milieu, etc. Et c'est Sartre qui disait, il disait, l'important, c'est pas ce qu'on a voulu faire de nous, l'important, c'est ce que nous faisons de ce qu'on a voulu faire de nous. Et donc, il y a là ces outils qui permettent effectivement de sauter ce pas dans l'évolution vers l'émancipation. Et donc, l'identité démocratique est fondamentalement une identité de mouvement. C'est par l'œuvre commune qu'effectivement on forge en démocratie une marche dans une identité toujours comme je le disais, qui est toujours en évolution, qui est toujours en dynamique. Ce n'est pas une identité prescrite, mais c'est une identité à construire. Et donc,
dans, dans la démocratie, dans ce mouvement, dans ce processus, ce n'est pas l'identité qui compte, mais c'est au contraire tout ce mouvement collectif et individuel qui permet toujours d'instaurer une identité jamais achevée, jamais donnée. Et cela m'amène à parler en quelques mots de l'auto-institution. Auto-institution, d'après le mot utilisé par Cornelius Castoriadis, dont on reparlera bien sûr. Et là je vois deux orientations principales dans cette auto-institution citoyenne. La première, c'est prendre soin. Prendre soin, on y reviendra aussi, dans la société, entre le marché et l'État, il n'y a pas de vide. Il y a toute une série, des centaines et des centaines d'initiatives citoyennes qui sont prises en toute autonomie par ces citoyennes et ces citoyens, qui constituent du commun et qui prennent donc leur présent et leur avenir en main de manière autonome, sans attendre la moindre intervention de l'État. Et en général, cette prise de soin, toutes ces initiatives, ont généralement comme préoccupation à la fois la réparation des fractures écologiques et la réparation des fractures sociales. Et de ces initiatives, vous-même, vous en connaissez énormément et vous êtes vraisemblablement toutes et tous inscrits dans de telles initiatives. Et donc ces initiatives sont généralement locales, mais le message qu'elles portent en termes de réparation de ces fractures est un message universel. Et Alissa y reviendra certainement. Alors, deuxième branche qui me paraît importante, c'est celle non pas seulement de la prise de soins, mais celle de l'insurgence commune. Pourquoi? Parce que les initiatives de prise de soins, incontestablement, co-construisent la société. Cette société ne serait pas ce qu'elle est sans ces initiatives, mais elles ne co-construisent pas encore l'action publique, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas franchi la barre institutionnelle pour faire changer la société, véritablement. Ce sont des initiatives qui se développent de manière autonome, mais sans véritablement franchir cette barre institutionnelle. En revanche, les initiatives qui consistent à s'insurger ensemble, elles sont développées en confrontation directe avec le pouvoir, contre le pouvoir. Et il y a une imbrication forte d'ailleurs entre ces initiatives de s'insurger ensemble et ces initiatives de prendre soin. Souvent ce sont les mêmes personnes qui sont les acteurs et les actrices, mais en plus, un certain nombre d'initiatives de prise de soin n'auraient jamais été possibles sans l'initiative d'insurgence. Béranger y reviendra tout à l'heure. Une initiative, par exemple, l'avortement qui a franchi, lui, la barre institutionnelle, n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu la désobéissance civile au départ pour faire vaincre alors la prise de soin des femmes. Et donc on voit combien tout cela est imbriqué. Tu surveilles, hein, Hermine? Je surveille. Bon. Alors, ce qui est très important, chers amis, dans ces initiatives, qu'elles soient de prise de soins ou d'insurgence, c'est que toutes ces citoyennes et ces citoyens, toutes ces actrices et ces acteurs ont une préoccupation très importante, comment vais-je dire, très soucieuse de l'imbrication des relations entre les moyens et les fins dans la société. C'est-à-dire que ces initiatives démontrent qu'on ne peut pas aboutir à une société démocratique, qu'on ne peut pas aboutir à une société différente, qu'on ne peut pas aboutir à une société meilleure si les moyens qu'on met en œuvre pour y aboutir ne sont pas démocratiques, de meilleure qualité.
Et donc, il y a là comment vais-je dire, un souci très important de cette imbrication entre les moyens et les fins. Et ce souci en soi est une préfiguration de la société à construire, est une préfiguration de la fin que l'on poursuit, que l'on fait vaincre dans la société. Alors, ces initiatives, qu'elles soient de l'une ou l'autre sorte, se déroulent sur ce que j'appellerais des territoires. J'avais dit qu'elles étaient locales. Je dirais surtout qu'à partir du moment où ces initiatives sont conscientes de leur portée politique, sont conscientes de ce message universel qu'elles portent à travers cette volonté de réparer les fractures écologiques et sociales, ces initiatives se développent sur des territoires. Et je prends un exemple. Un café est un lieu de consommation comme ça, c'est un lieu. À partir du moment où le soir, ce café se transforme en un hyper-café, cela devient un territoire. Cela devient un territoire parce que dans ce territoire vont se développer des initiatives singulières, des initiatives qui sont en rupture avec les modes consuméristes de la société, qui sont en rupture avec le tout à jeter, qui sont en rupture avec cette société du gaspillage, et donc qui veulent réparer les fractures écologiques, mais aussi des fractures sociales, évidemment. Et donc, ce territoire est très important parce que dans toutes ces initiatives, il y a à la fois de la mise en valeur. Les territoires sont aussi dans l'insurgence des territoires occupés. Pensez au mouvement des places, pensez aux occupations d'usines, n'est-ce pas? Pensez à toutes les occupations au rond-point, etc. Et ce sont aussi des territoires parcourus par les manifestations. Et dans ces territoires, il y a une autre volonté liée d'ailleurs à celle de l'imbrication entre les moyens et les fins. Il y a le souci de l'égalité horizontale. Il n'y a pas dans ces initiatives de primus inter pares. Il y a une très grande égalité. Et vous savez combien la figure même du porte-parole est une figure problématique et a été une figure très problématique dans, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, où souvent on considérait le porte-parole comme un retour de la représentation et de la domination du représentant sur le représenté. Alors, il y a par ce biais-là une mise en équivalence, il y a par ce biais-là une volonté de faire sens commun. Et là, j'en appelle à Isabelle Stengers, qui définit, me semble-t-il, très bien ce faire sens commun. Il n'y a pas dans ces initiatives une nécessité de se mettre d'accord, mais il y a une nécessité de savoir que toutes les façons de résister, aussi diverses soient-elles, ont besoin les unes des autres pour aller vers le changement de la société. Et donc ça, c'est très important, se faire sens commun, qui est une véritable mise en équivalence de toutes ces façons de résister. Il n'y a plus dans ces initiatives, il n'y a plus ce qu'on appelait la juste lutte. Non, il y a des modes différents de résister et qui sont sur une horizontalité, qui sont mis en équivalence. Entre parenthèses, beaucoup de politiques n'ont pas encore compris ça, à commencer par Mélenchon, qui revendique toujours, au fond, la juste lutte. Et dans ces initiatives, sur ces territoires, il y a se repose la question du rapport entre la carte et le territoire. Et souvent, ces citoyennes et ces citoyennes dénoncent la carte comme étant un reflet, au fond, mensonger par rapport aux besoins des citoyennes et des citoyens qui développent ces initiatives dans les territoires. Il y a une remise en question fondamentale de la représentation. Et il y a aussi une dénonciation fondamentale de cette société
dans laquelle la carte est devenue plus importante que le territoire. C'est-à-dire que la carte de visite est devenue fondamentale dans cette société. C'est-à-dire que c'est une société du paraître, c'est une société où on est ce qu'on consomme, c'est une société de la cotation, de la notation, une société dans laquelle même, et de plus en plus, le profil numérique devient plus important que le sujet réel. Et donc il y a ce souci d'adéquation entre la carte et le territoire. Et bien sûr, toutes ces initiatives, eh bien, malheureusement, beaucoup d'entre elles ont des durées de vie très courtes, mais néanmoins, il y a des choses qui en restent. Il y a de ce logos des choses qui restent et qui me permettent d'en parler, parce que si ces choses n'étaient pas restées, on ne serait pas ici pour en discuter. Et il y a par contre des initiatives beaucoup plus robustes, comme par exemple la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, qui par sa robustesse préfigure une possibilité d'une société différente. Et j'en terminerai par quelques mots sur ce défi pour ces initiatives, ce défi de franchir à un moment donné la barre institutionnelle. Et je vais aller très vite parce que je pense que c'est pas mauvais si on gagne un peu de temps. Nous avons eu dans l'histoire récente, nous a montré un exemple très important de ce franchissement de la barre institutionnelle. Ce fut après la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, où effectivement un surplus, une volonté, une exigence de surplus de démocratie a franchi la barre institutionnelle, puisque la démocratie politique à ce moment-là a été complétée par la démocratie économique et sociale. Et on voit bien aujourd'hui, à travers toutes ces initiatives, qu'il y a de nouveau une exigence de surplus de démocratie. C'est-à-dire que c'est la démocratie représentative, qu'elle soit politique ou économique et sociale, devrait être complétée par une démocratie plus directe, dans laquelle les citoyennes et les citoyens retrouveraient, n'est-ce pas, cette fonction de peuple-loi de la Révolution française, dans laquelle, je rappelle que dans la démocratie, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il était indiqué que le peuple peut contribuer individuellement ou par ses représentants à la formation de la loi. Eh bien, on en revient fondamentalement à ce type de revendication d'une démocratie plus directe dans laquelle on reconnaît structurellement, institutionnellement, ce logos des citoyennes et des citoyens, et donc leur aptitude non seulement à être gouvernés, mais à gouverner. Et cela implique évidemment une évolution du rapport de force, parce que dans cet exemple de 1944, on a bien vu qu'il y a eu une imbrication très étroite entre des objectifs politiques, c'était la démocratie économique et sociale à travers l'évolution du droit du travail, on en reparlera cet après-midi, l'évolution de la sécurité sociale, et les outils institutionnels, l'imbrication entre ces objectifs politiques et les outils institutionnels permettant de les mettre en œuvre, c'est-à-dire par exemple les institutions, la sécurité sociale. Voilà, j'en termine là. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vais passer tout de suite la parole alors à Bérangère Marquez Pereira,